Merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième échange de la matinée. Nous allons, je vous le disais il y a quelques instants, parler pizza. Est-elle l'éternelle reine du snacking? C'est la question que nous allons poser à nos deux intervenants. De Naples à son triomphe mondial en version rouge ou blanche, à déguster sur le pouce ou à tabler, la pizza s'est imposée comme un symbole universel de partage et de gourmandise. Produit emblématique de la gastronomie italienne, elle a contribué au succès de nombreuses enseignes et à la renommée de plusieurs établissements en France. Pourtant, ces dernières années, la pizza a connu un léger recul sur le marché du snacking, concurrencé notamment par le burger qui capte à lui seul 46% de part du marché. Alors, cette pizza, comment lui faire renouer avec le succès? Est-elle toujours d'actualité ou bientôt ringardisée? Pour débattre de ce sujet, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Florent Mercier, le directeur général de Pizza Così, et Ezequiel Zera, journaliste, fondateur du média Pomelot et auteur d'un magnifique livre sur la pizza. Vous pouvez vous mettre sur le canapé tous les deux. Si après aussi Florent veut s'installer sur le fauteuil. Alors, je vais vous parler d'un livre. Ça, c'est le livre d'Ezequiel. Autant vous dire qu'il doit aimer la pizza quelque part. Parce que je pense que ça, c'est comme une somme de travail assez conséquente. La première question, voilà, Ezequiel, va être pour vous. Qu'est-ce qui vous a fait tomber en amour pour la pizza? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis marseillais, ça s'entend pas, mais donc Marseille c'est vraiment la capitale de la pizza. Et je m'étais dit, après avoir fait une grosse somme sur Marseille et la cuisine, je veux vraiment faire une espèce de bible sur la pizza qui n'existait pas en France. Donc on a mis 2 ans, on est une trentaine donc chez Flammarion à avoir sillonné un peu partout le monde entier pour aller voir qu'est-ce qui se fait en pizza, que ce soit à Buenos Aires, à New York, à Tokyo, les tendances. Voilà, on s'est dit, il manque une somme sur la pizza, et puis on a publié ça en novembre dernier. Ça marche bien? Oui, ça marche bien. Il sort en anglais bientôt. Génial ça. Florent, un mot sur Pizza Bonjour. Così. Vous êtes le directeur général de Pizza Così. Pizza Così, ça existe depuis combien de temps? C'est quoi, je dirais, l'identité de Pizza Così, si vous voulez la définir? Alors bonjour à tous, Pizza Così ça existe depuis 2010. On a démarré en périphérie de Saint-Étienne à l'âge de 20 ans avec mon ami David. Ce qu'on a voulu faire, c'était en fait pas réinventer la roue, je le dis souvent, on voulait faire les b.a-ba d'un bon commerçant, avoir un beau lieu, avoir un lieu confortable pour le coup, avec un très bon produit sans mentir aux clients, travailler avec des produits frais, 100% de produits frais, des produits cuisinés et avec un super service sympathique, rapide, vraiment ce qui fait qu'on a envie de revenir et qu'on trouve le lieu qui est cool. Et ça a fait un développement avec un deuxième établissement au bout de 3 ans, un troisième au bout de la 5e année, puis après ça s'est accéléré et on a fait des pointes à 18 ouvertures par an. Vous vous développez en franchise? Exactement. On a une petite dizaine de magasins intégrés et puis le reste, c'est des restaurants en franchise. On va avoisiner les 80 points de vente d'ici la fin de l'année avec l'enseigne Pizza Così. Comment il se porte le marché de la pizza? Est-ce que c'est toujours un produit qui cartonne ou est-ce qu'au contraire, ça a un peu perdu de sa superbe? Parce que c'est vrai que des pizzas, on en voit beaucoup, partout. Alors, oui, vous avez le droit de répondre tous les deux. Hein. Ouais. Comment ça se porte? Je pense qu'en fait, il évolue. La pizza ronde, il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'évoluer en termes de qualité. Quand on a démarré en 2010, peu de gens faisaient de la pizza ronde qualitative.
dorénavant, il y a pas mal de personnes qui travaillent les produits, qui veulent avoir des bons produits, qui veulent avoir un sourcing en fait qui est maîtrisé. Et donc, en termes de qualité, la pizza en B2C, ça a évolué. Maintenant, la restauration, j'ai envie de dire au sens large, a des heures un petit peu plus compliquées parce qu'il ne faut pas oublier, mais depuis la guerre en Ukraine, il y a eu des augmentations de la marge, de la masse salariale, de la matière, et on a le pouvoir des Français qui n'est pas forcément extensible, et donc du coup, on a un peu moins de monde qui vient en restaurant. Pour autant, quand ils viennent, ils se font un peu plus plaisir. Donc il va falloir travailler sur l'expérience et sur l'augmentation du panier moyen. Ça, pour moi, c'est la pizza en B2C. Mais à côté, il y a plein de verticales de pizza qui sont en train d'évoluer, notamment en B2B sur la partie snacking, où là, il y a vraiment des choses à faire. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Ezekiel, votre regard sur ce monde de la pizza que vous observez comme depuis longtemps? Moi, j'aime bien dire que la pizza, elle meurt jamais, en fait. On a l'impression que, enfin, on en parle depuis toujours. Et il y a eu cette énorme vague de la pizza napolitaine partout dans le monde, y compris en France, qui continue encore. Là, on a une espèce de vague américaine, new-yorkaise, donc avec la pizza à la slice, la part. Et j'ai l'impression que ouais, ça finit jamais, que c'est un produit qui se nourrit de lui-même. Et je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et on va en parler. Vous savez, vous connaissez le nombre d'acteurs à peu près qui existent en France de pizza, de restaurants par exemple? Il y a des chiffres qui sont connus. Je suis désolé parce que je crois qu'on n'a pas préparé ce chiffre-là. Donc si vous ne savez pas répondre, ça n'est pas très grave. Mais on a une idée. Parce que, moi, je ne pourrais pas les citer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs de pizza. Enfin, Pizza Hut doit être l'un des premiers à avoir émergé en France, notamment sur la livraison. Mais depuis, on a des dizaines d'acteurs, ne serait-ce que chez nous. Moi, je m'étais intéressé au chiffre d'affaires des chaînes, Oui. mais plutôt, comment dire, globalement, pas qu'en France. Et j'avais été assez étonné de voir que Pizza Hut ou Domino's, on est sur plus de 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et en fait, quand on compare ça avec des PIB, c'est le PIB du Togo, par exemple. Okay. Donc on est sur 20 000 points de vente dans le monde. C'est impressionnant. Ouais, ce serait intéressant de savoir le nombre de pizzas qui se mangent en France à la minute. Je pense que déjà, on serait assez surpris de ça. Qu'est-ce qui fait l'attrait de la pizza? Est-ce que ce plat, je dirais, est universel et c'est pour ça en fait que il a, je dirais, franchi les frontières et qui s'est installé en France, mais il y en a partout. Je pense que la pizza, c'est vraiment c'est mondial. Après, pour moi, ça reste un produit qui est déjà transgénérationnel. Mon fils, il a 1 an, il en mange. Et mon grand-père, qui en a 88, il en mange aussi. Toute personne mange de la pizza. C'est aussi un plat qui est populaire. Quand je vois sur certains marchés de la décroissance en termes de chiffre d'affaires par unité, la pizza, ça coûte entre 10 et 15 euros. C'est un produit de partage. Donc, c'est-à-dire qu'on passe un moment ensemble, on se partage pas mal de parts, on passe un bon moment. Mais c'est surtout que voilà, ça coûte 10 ou 15 euros. Allez, maximum 20 euros peut-être pour des pizzas un peu haut de gamme en région parisienne. Mais donc c'est assez populaire et je pense que c'est ce qui fait sa force. Et puis on peut avoir des pizzas pour tout type de clientèle. Des personnes qui mangent végétarien peuvent s'y retrouver. Des personnes qui veulent des produits halal ou quoi que ce soit en fait. On s'y retrouve tous dans une pizza. C'est parce qu'elle est bon marché qu'elle plaît, qu'elle séduit tout le monde. Entre autres, je pense que ça y joue. Ouais. Alors c'est aussi un plat, je dirais, pas rebourratif, mais en tout cas c'est quelque part un pas complet. Ça cale. Hein. Quand on a faim, une pizza... C'est un plat de famille, on la mange, que vous le disiez, quand on est jeune, quand on est plus âgé. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge. C'est un moment de partage. On passe toujours un bon moment autour d'une pizza. Ouais. Comment est-ce qu'elle a évolué, cette pizza, je dirais, depuis les années peut-être 80, où elle s'est un peu installée en France jusqu'à aujourd'hui, où elle semble être, je dirais pas à tous les coins de rue, mais presque. On peut même remonter un petit peu avant. Allez-y. Si c'est OK pour vous, Michel. En fait, moi, on a tous en tête l'image de la pizza ronde, base tomate, fromage. Moi, je me suis rendu compte au cours de mes recherches, de nos recherches, qu'en fait, la pizza, elle a commencé sucrée. Elle a commencé bourgeoise. En fait, on la servait pendant les banquets royaux dans la région de Naples. Et donc, c'est marrant parce que cette image populaire, elle est arrivée après, c'était en parallèle. C'est-à-dire que là, quand je vous parle de pizza sucrée, donc c'est avec du miel, avec des amandes, avec de la chair de pigeon qui était utilisée à l'époque pour les recettes sucrées. On est au XVIe siècle. La pizza napolitaine,
telle qu'on l'imagine, telle qu'on l'a en tête, elle arrive à la fin du 18e, enfin deuxième partie du 18e. Et à l'époque, pareil. Alors aujourd'hui, la pizza napolitaine, elle est inscrite à l'UNESCO, c'est un totem. Mais quand on regarde les premiers écrits sur la pizza napolitaine, c'est terrible. Parce qu'en fait, on voit que les chroniqueurs de l'époque ils écrivent même les locaux, hein. Ils décrivent un morceau de pain avec de la graisse de cochon, donc du saindoux, qui sort d'un égout. Et donc, c'était vraiment il y avait les macaronis, qui était le plat de street food le plus populaire de Naples et le moins cher. Et il y avait la pizza qui était encore en dessous, qui valait rien, quoi. Donc, elle a beaucoup évolué et on n'imagine pas à quel point. Donc ça, c'était à la base un produit de street food. Alors, ça a commencé donc bourgeois. Ouais, mais ensuite, Et après, effectivement, c'est devenu une spécialité street food. Et là, pareil, c'était une base blanche pendant très très longtemps, parce que la tomate est arrivée bien après. Les parfums de l'époque, là je suis au 18e, c'était la graisse de cochon, donc du saindoux, qui était très populaire à Naples. Le champignon, par exemple, mettre du champignon sur une pizza, c'était considéré comme une hérésie. En fait, comme aujourd'hui, l'ananas. Voilà, donc c'est assez rigolo de voir comment ça évolue. et la fameuse margarita, on date la création de la margarita? Alors, la margarita, je vais un peu décevoir tout le monde peut-être. En tout cas, les historiens les plus sérieux se sont rendus compte que c'était un peu une invention de toute pièce. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait effectivement la reine Marguerite, à qui donc Raphaël Esposito, donc ce fameux pizzaiolo napolitain, a présenté 3 pizzas, mais on ne sait pas lesquelles. Il n'y a aucun document qui dit qu'il y avait une pizza qui était avec de la sauce tomate et de la mozzarella. Et les historiens pensent, et moi aussi d'ailleurs, que c'est une invention. En fait, l'Italie venait d'être réunifiée pas longtemps avant, et ils avaient besoin d'un plat qui, comme par hasard, était de la même couleur que le nouveau drapeau italien. Ouais, c'était un totem. C'était un totem. Et il y a eu d'autres plats d'ailleurs qui s'appelaient alla margarita, mais c'est la pizza margarita qui a survécu à toutes ces spécialités. Qu'est-ce qui se vend le Intéressant. plus, Florent Mercier? Est-ce que la margarita, ça reste une pizza qui se vend bien, ou est-ce qu'au contraire, on vient chercher... Si, Ouais. ouais, c'est une pizza qui fait partie du top 5. Après, en France, je pense qu'on n'a pas les mêmes ventes que dans les pays type Italie, mais en France, on est très axé sur des pizzas comme la 4 fromages, comme la reine jambon champignon, ou même comme la savoyarde avec des pommes de terre, du reblochon et des lardons, ce qu'on retrouve peu pour le coup en Italie, mais qui fonctionne très très fort en France. On peut tous s'autoriser avec la pizza, alors peut-être pas l'ananas si j'ai bien compris, mais on Et peut... encore. Alors nous, on l'a jamais fait, mais je pense que si c'est bien fait, ça peut être bon. C'est aussi l'avantage de ce plat, c'est qu'on peut mettre tout et n'importe quoi. Du moment qu'on met des bons ingrédients qui marchent bien ensemble, c'est bon, ça fonctionne. Je précise du Ezekiel. coup, ouais. Non mais il a raison Florent quand il dit tout et n'importe quoi. Alors d'abord, l'ananas, ça peut très très bien marcher. Il y a des grands chefs comme Franco Pepe, que vous connaissez sans doute, qui est un pizzaïolo napolitain, enfin près de Naples, à qui Netflix a consacré un documentaire qui utilise du coup de l'ananas, mais qui cuisine et qui est délicieux. Et manger tout et mettre tout et n'importe quoi sur la pizza. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de respect pour les Napolitains, mais les enfants napolitains, je ne sais pas si vous avez été à Naples, Michel, si vous avez goûté ce truc-là, tous les enfants napolitains grandissent avec une spécialité qu'ils n'aiment pas trop mettre en avant, mais qu'on trouve dans toutes les pizzerias. Je ne sais pas si tu as goûté, Florent, d'ailleurs. C'est une pizza donc, avec des frites, French fries, et des morceaux de knacky. Voilà. Et c'est vraiment Ça fait rêver. ça fait rêver, ouais. Et c'est vraiment un plat totem pour les enfants napolitains que les adultes commandent. Donc on peut tout mettre sur la pizza, y compris dans la pâterie de la pizza. Il existe combien de sortes de pizzas différentes? Parce que vous avez évoqué la pizza napolitaine, mais de ce que j'en connais, et j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que vous, il y a des pizzas avec des pâtes fines, des pizzas avec des pâtes un peu épaisses. Vous pouvez nous faire une sorte de cartographie de la pizza? Alors c'est ce que j'ai fait dans le livre. Oui, c'est ça. On n'est pas exhaustif parce que c'est impossible. Mais pareil, on s'est rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup en Italie et pas qu'à Naples. Et on s'est rendu compte que dans chaque région, il y a plein de pizzas différentes. Alors parfois, elles ne s'appellent pas forcément pizza, mais dans les faits, c'est des pizzas. Elles sont froides, elles sont chaudes. Il y a une pizza moi, que je trouve assez intéressante pour le marché français. Je pense que si elle est adaptée, il y aurait vraiment quelque chose à faire. C'est la pizzetta Rossini. Je ne sais pas si ça vous parle du coup, la pizzetta Rossini. Donc, on est dans les Marches, la région des Marches. Et en fait, dans la plus grande ville des Marches,
à Pesaro, donc 50 000 habitants. Ils ont cette pizzetta donc, qui est Rossini, parce que le compositeur Rossini est né dans la ville. Et moi, je suis arrivé là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que dans toutes les boulangeries, dans tous les bars, donc ça se consomme à la fois le matin avec le café, en fin de journée avec à l'apéro. C'est une petite pizzette froide, assez croustillante, basse sauce tomate. Jusque-là, tout va bien. Et après, c'est là que ça va se compliquer. Ils mettent des morceaux d'œufs durs dessus et des serpentins de mayonnaise. Souvent, c'est maison. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, un peu comme le cookie, par exemple, qui est plus qu'un cookie dans les boulangeries parce qu'il est travaillé avec des caramels, avec des toppings. Pourquoi pas demain imaginer des pizzas qui sont travaillées comme ça, avec en version apéro, en petit format, avec des sauces, avec différentes choses dessus. Je me dis, voilà, on pourrait complètement avoir ce genre de choses en France. Mais est-ce qu'elle se dédie pas quelque part d'elle-même au snacking dont on parle ici, c'est cette pizza c'est vrai qu'elle s'emporte, hein, on peut la manger en marchant, enfin on a peu de chance ou presque de ne pas s'en mettre sur la chemise, mais En fait, la pizza, elle mute depuis le début. Et ça reste le plat de snacking pour moi, comment dire, ultime. En fait, quand on regarde l'histoire de la pizza à Naples, à la base, il n'y a pas de pizzeria en fait. Elles sont venues après les pizzerias. À la base, comment ça se passe? Les pizzaiolos, ce qu'on appelle les pizzaiolos, c'est pas du tout le monsieur qui prépare la pizza, comme aujourd'hui, ou la dame qui prépare la pizza. C'est des vendeurs de. En fait, la pizza était cuite dans les boulangeries, et c'est des petits jeunes, des petits gamins napolitains qui allaient chercher du coup ces boulas, ces pizzas-là, qui la mettaient dans ce qu'on appelait la stufa. Donc c'est l'ancêtre de la boîte à pizza. Donc c'est un gros récipient en cuivre avec un chapeau pointu qui permettait de les empiler les unes sur les autres, de les garder plus ou moins chaudes. Et de 8h du matin jusqu'à 13h, parce que c'était un plat du matin, les gamins allaient dans les ruelles de Naples vendre la pizza au morceau ou entière. C'est ça la pizza en fait. alors, ce que j'ai découvert, je fais juste une toute petite parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire, c'est il y a des gens qui collectionnent les boîtes de pizza. C'est comme pas commun comme Oui. genre de collection. Si vous avez des boîtes un peu que vous aimez bien, il faut les envoyer à un monsieur qui s'appelle Scott Wiener, qui est un New-Yorkais, qui a 2000 boîtes à pizza qui stocke dans son garage à Brooklyn, qui est une star, qui fait des tours de pizza, des meilleures pizzas de New York. Voilà, donc si jamais... D'ailleurs, il nous avait dit il y a un Saoudien qui avait voulu lui racheter la collection. Il n'a pas voulu, il a toujours stocké. Elle a assuré même sa collection à New York. C'est assez incroyable ça. C'est ouf. Florent, merci. La question que je ne vous ai pas posée, quel type de pizza vous proposez chez Pizza Così? Vous avez un genre, c'est de la pizza napolitaine, vous avez créé un style de pizza qui vous correspond? Non, en fait, Pizza Così, ça part d'un point de vente où on va faire aussi bien de l'emporter que de la livraison. Et pour moi, la pizza napolitaine se livre mal. Parce que si on veut vraiment faire une vraie pizza napolitaine, on a des bords qui sont très épais, mais aussi on a un centre qui est trop fin, qui est trop humide, et du coup qui se transporte mal. Donc on a un peu un mix entre une pizza, j'ai envie de dire, romaine et une pizza napolitaine. On a des bords qui sont un peu moins gros, et une pâte dessous qui se tient. Quand on prend la pizza, il faut quand même qu'on puisse la manger assez facilement. Voilà. Y a-t-il des tendances de pizza? Est-ce qu'en ce moment, on est sur une tendance particulière, Ézéchiel? Non, mais après... Tu veux répondre? Allez-y, vous pouvez répondre l'un et pour l'autre. moi, il y a eu vraiment la tendance de la pizza napolitaine ces dernières années, parce que c'est passé au mondial de l'UNESCO. Il y a eu des gros acteurs comme Big Mama qui l'ont démocratisé. Et en plus de ça, avec les réseaux sociaux, c'était très visuellement food porn et attractif. Je pense que c'est un peu en train de s'essouffler. Il y a d'autres styles de pizza. Il y a la pizza romaine et une pâte très très fine étalée au rouleau qui est en train d'exploser à Rome et à Milan, qui va arriver, je pense, en France, ou du moins qui est en train d'arriver. Il y a une pizza aussi que j'apprécie plus que tout, c'est la pizza Altaglio, c'est la pizza qu'on retrouve au nord de l'Italie. C'est une pizza épaisse avec un dessous très craquant, une pâte alvéolée et hydratée à peu près à 80%. Et je trouve que ça, c'est vraiment une pizza, quand on la mange, on a envie d'y revenir. En fait, c'est peut-être moins sexy en photo, mais en termes de goût, de croustillant, c'est juste incroyable. Et donc, en fait, tous ces nouveaux empattements, je pense qu'ils vont démarrer et qui vont pénétrer le marché avec les années, peut-être sous une forme de snacking et peut-être moins sous une forme de restaurant.
On a vu émerger, à Paris notamment, il y a peut-être 2 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, ces pizzas qu'on roulait en forme de cône dans lequel on mettait les choses. Ça a marché, ça a pris sur le territoire ou pas vraiment? Non, pour moi, c'est plutôt gadget. Il y a peut-être eu un effet de mode pendant quelques temps, mais ça s'est essoufflé. Moi, je vois un modèle que je vois beaucoup à l'étranger, qui arrive doucement en France, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose. En fait, Florent parlait de la pizza romaine, donc étalée au rouleau. Il y a une pizza qui existe dans plusieurs pays, avec différents styles. C'est la pizza qui est cuite dans un moule, dont on ne parle pas assez. Tu parlais du nord de l'Italie. À Turin, par exemple, il y a un style de pizza que j'adore, qui s'appelle la pizza al tegamino. Et en fait, donc, c'est ces pizzerias où on arrive, on commence d'abord par manger une sorte de soca, comme à Nice, qu'on assaisonne nous-mêmes avec du poivre et du sel. Et après, on passe c'est vraiment un truc comme ça, on commence par ça, puis après, on passe à la pizza, qui est une petite pizza cuite dans un moule, et qu'on retrouve effectivement dans d'autres pays. En Argentine, par exemple, à Buenos Aires, ils ont cette culture du moule, qui est un magnifique moule noir circulaire. Il y a une pizzeria d'ailleurs à Paris qui s'appelle Paris Boca, que vous connaissez peut-être, qui est la seule pizzeria argentine de France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À Milan, on ne connaît pas forcément Milan pour la pizza, mais ils ont un style qui s'appelle la pizza al trancio, donc la pizza à la tranche. Et là, en fait, c'est un peu comme à New York, donc c'est à la part. Sauf que tu manges seulement une seule part parce que c'est très, très, très. C'est presque comme une focaccia, en fait. C'est très, très moelleux. C'est comme une brioche. Et avec un espèce de lit énorme de fromage. Donc vraiment, chaque personne commande une seule part et c'est son repas. Et moi, je suis tombé amoureux de cette pizza qu'on ne trouve pas encore en France, mais qui commence à arriver. Il y a une chaîne qui s'appelle Spontini, qui est née à Milan, qui a aujourd'hui pas mal de points de vente et à Milan et à l'étranger. Donc je pense que je sais qu'ils sont en train de regarder la France avec intérêt. On voit un peu en France hein, la pizza qu'on voit à New York, ces grandes pizzas qui se sont coupées en parts, comme Les vous le slices, disiez. là. Ouais, les Il y en a slices. deux, trois qui se sont installés à Ouais. Paris. Mais je pense que c'est ultra urbain, ça, par contre, hein. Ouais, vous lui prévoyez un avenir de Je sais pas. développement ou ça va être aussi une sorte d'effet de mode J'ai l'impression que c'est compliqué à pénétrer le marché sur cette pizza Ouais. slice. Il y en a quelques-uns qui ont ouvert à Paris, mais J'ai l'impression que c'est très culturel en fait, c'est un peu sociétal, c'est la manière dont on s'approprie, dont on mange. C'est-à-dire que pour l'instant, le est-ce que nous, Français on n'a a pas vraiment... encore commencé à Ouais, manger voilà, dans c'est sa ça. voiture ni en marchant. On n'est pas trop nomade c'est dans ça. notre façon de consommer. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a des freins un peu à cette pizza, que ce soit la pizza al taglio, parce que ça reste une pizza à la part, ou la slice pizza. Ouais. La slice justement américaine, enfin new-yorkaise, il y a pas mal d'enseignes qui ont ouvert, mais qui n'ont pas encore essaimé. Il n'y a pas encore de chaînes, je crois pas, qui ont réussi comme ça à se structurer. Et, et effectivement, c'est un marché où c'est difficile de. Il y a tellement d'offres. La pizza à Paris, ça fait la première pizzeria à Paris. On est au début des années 50. À Marseille, c'est plutôt 1900, début 20e. Mais voilà, c'est un marché qui est quand même mature. Donc c'est difficile d'arriver avec ses gros bras et de proposer un nouveau style parce que le marché il est tellement dense. Aujourd'hui, la pizza, on vient la manger au restaurant ou en livraison? À Pizza Cosy, vous répartissez comment sur l'activité que vous avez? Alors, chez Pizza Cosy, on a deux formats. Un format Pizza Cosy Takeaway, où là, on va essayer d'être très bon sur la vente à emporter et la livraison, mais on n'aura pas de place assise ou peut-être un manche debout. Et après, on a les Pizza Cosy traditionnelles, et donc là, c'est plus une expérience sur place. Et justement, ça se répartit comment sur votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Ben, Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est les gens viennent ou viennent prendre pour manger chez eux ou se faire livrer? ouais, on est sorti du Covid et les gens viennent s'installer maintenant. Reviennent. Reviennent en restaurant, ils aiment bien passer du temps, ils aiment bien consommer. Et donc c'est pour ça qu'on a une carte qui évolue avec des antipastilles, avec des cocktails, avec des desserts un peu plus travaillés que ce qu'on pouvait avoir par le passé sur des lieux un peu plus destinés à la vente à emporter et à la livraison. Est-ce qu'elle s'est premiumisée, la pizza parce on a parlé de pas mal de premiumisation en matière de snacking, et je citerai Bernard Boutboul qui doit être l'un des premiers à avoir utilisé ce vocabulaire pour parler notamment des burgers. Et c'est vrai qu'on a vu aujourd'hui des burgers arriver sur les cartes de grands chefs. Et on a eu un temps, notamment à Paris, des pizzas qui s'ouvraient et on vous vendait la fermentation longue, etc., des pâtes qui avaient fermenté pendant 48 heures. Ça existe encore, ça marche encore, ça a trouvé son public. Moi, je pense qu'on est qu'au début de la premiérisation de la pizza. Alors, elle existe depuis quelques années. Moi, je me souviens avoir goûté chez Bijou
dans le 18e, donc Gennaro Nasti, pizzaiolo napolitain. Là, c'est une pizza. En fait, moi, j'y allais pour le tacler un peu parce que c'était une pizza qui vendait 40 euros. Je m'étais dit, mais comment on peut proposer ça? Et en fait, c'était absolument délicieux. Il y avait du riz de veau. Enfin, c'était hyper bien pensé. Je pense qu'on est qu'au début parce que on le voit de plus en plus. Une tendance pour moi, c'est la pizzeria au levain, qui arrive plutôt dans les grandes villes, tout doucement, mais qui arrive quand même. Et puis un truc qu'on n'a pas encore beaucoup, que moi j'ai beaucoup vu à Naples et en Campanie, c'est les menus dégustation. Il y a aujourd'hui des restaurants, des pizzerias qui ont deux cartes, une carte plutôt classique et une carte dégustation où ils vont s'amuser du coup à proposer des choses différentes, des parts différentes, parfois même des choses qui ne sont pas des parts, parfois des choses aussi gadgets. Mais voilà, il y a un restaurant qui est connu qui s'appelle Tressanti à Naples qui propose un menu dégustation à 90 euros. Voilà, c'est ludique, c'est rigolo et je pense que ça va arriver en France. Je pense que c'est un vrai sujet. Puis on le voit. Je ne sais pas si tu vends beaucoup de pizzas un peu haut de gamme avec de la truffe ou des choses comme ça, mais Si. moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui c'est plus gadget, quoi. C'est quelque chose qui est commandé assez fréquemment. Oui, on voit qu'on peut vraiment la faire monter en gamme si on travaille à la fois l'élément premier, donc qui est la pâte, et ensuite si on sélectionne une part d'ingrédients qui peut être, je dirais, un peu luxueux, ça peut en faire un mets délicat. Un sujet qu'on n'a pas abordé, je pense qui est intéressant d'évoquer, et vous allez comprendre quand vous allez m'entendre en parler, les camions à pizza. C'est pareil, vous avez créé un compte Instagram, hein, il me semble, pour référencer les différents camions à pizza qui existaient à Marseille. Ça aussi, ça fait quand même très longtemps qu'on en voit en campagne. C'est parfois vraiment le contact que les gens ont et ils ont une affection pour ce camion à pizza. Ils se portent comment? Ça existe toujours? Ça fonctionne encore, le camion à pizza? Moi, je suis très fier parce que c'est une invention marseillaise. Voilà, Marseille est la capitale de la pizza en France, notamment avec l'invention du camion pizza. Et donc, c'est une invention qui date du début des années 60. En fait, c'était un steward sur un paquebot, Jean Méritant, qui s'est dit je vais aller voir les gens qui venaient d'Algérie au début des années 60 pour les nourrir. Donc, à l'époque, le camion, en fait, il avait son four qui était à l'extérieur sur une remorque, parce qu'il avait peur que le véhicule saute. Et les habitants pensaient que ce véhicule venait goudronner en fait, les environs. Et aujourd'hui à Marseille, on a 52 camions de pizza dans toute la ville. Vraiment un numerus clausus comme ça de 52. Et c'est un peu essaimé dans la région, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var. Pas vraiment à Paris. Je pense qu'il n'y a pas de camion de pizza à Paris d'ailleurs. Non, Peut-être en région parisienne, il y en a quelques-uns. Je crois que les municipalités autorisent peu en fait le food truck. Exactement. Donc en banlieue un petit peu, mais je crois que c'est vraiment très limité. C'est vraiment conscrit à des zones précises d'immeubles, de bureaux, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très. Il y a une fédération du camion de pizza française, mais bon, elle est quand même essentiellement marseillaise aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y en a. Ils maîtrisent toute la chaîne des camions à pizza à Marseille. Et puis d'ailleurs, les emplacements sont chers. Enfin, on ne peut pas s'installer comme ça. Il faut avoir un j'imagine qu'à Marseille, ça doit être encore plus cher qu'ailleurs. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, voilà, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment cette tradition. Cette tradition de croiser plein de gens. Tu peux croiser un médecin et un ouvrier au même endroit. Ça a changé aujourd'hui avec l'offre snacking, mais pendant longtemps, c'était le seul endroit où on pouvait manger à 17h et jusqu'à 23h. C'est le seul endroit qui était allumé. Et surtout, c'est encore un endroit où on peut... La portion, on ne dit pas la part à Marseille, on dit la portion. La portion, elle coûte 2,50 €. Donc tu peux dîner pour 5 euros. Et ça, c'est quand même assez chouette. On en revient au début de nos échanges, à savoir que la pizza est un plat populaire. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement elle est transgénérationnelle, mais elle unit aussi, je dirais, toutes les strates de la société. Parce que à ce prix-là, afin que vous soyez CSP++ ou employé, vous pouvez manger une pizza et tout le monde, ou presque, aime la pizza. C'est vrai que c'est assez chouette d'avoir un plat qui réunisse tout le monde. On peut faire un dîner de pizza, on peut se dire, tiens, faisons-nous livrer une pizza, on va regarder une série, on va regarder un film, on va juste regarder un match de foot. D'ailleurs, nous, dans le livre, on a toute une partie sur la culture pizza. Et on s'est rendu compte que dans les films, dans les séries, c'est si présent, quoi. C'est impressionnant. Et les Américains, d'ailleurs, on leur doit beaucoup pour la culture pizza.
parce qu'ils l'ont mis dans toutes ces séries, tous ces films. On a mis des choses autour du design, autour de la mode. Il y a aujourd'hui des comptes Instagram. Là, j'ai vu passer un compte Instagram d'un bonhomme qui note uniquement les pizzas Rennes. Donc effectivement, ça finit jamais, quoi. C'est assez impressionnant. Je remontre le livre pour ceux qui n'étaient pas là au début de nos échanges. Alors, je ne touche pas de droit hein, sur ce bouquin, mais j'en pense le plus grand bien. Et c'est vrai que si vous aimez la pizza, ou si vous simplement si vous souhaitez en apprendre plus, franchement, c'est une bible. Je trouve que le travail qui a été fait est assez incroyable sur l'histoire, sur les endroits où on mange de la pizza, voilà, les films où on en trouve, les collectionneurs de boîtes de pizza. Enfin, voilà, je Combien pense de temps que- t'as mis à faire ce livre? On a mis 2 ans. On a mis 2 ans et je disais, on est une trentaine, donc il y a C'est assez collaboratif. Hein. tous les photographes, les illustrateurs, les journalistes aussi qu'on a envoyés un peu partout dans le monde. Ouais, c'est un gros boulot. Ouais, mais c'est un gros boulot, mais c'est un très, très chouette boulot. Je demande toujours, j'ai toujours un peu cette question à la fin des échanges. Je vous demande un peu de vous positionner en Madame Irma. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la pizza je dirais jusqu'à 2030, on a parlé des tendances 2026-2030 hier. Comment vous la voyez évoluer? Pour ma part, je pense qu'elle va continuer l'attraction sur la pizza ronde classique, en mode emporter, livraison sur place, que ça soit dans les petites ou moyennes villes, mais elle va vraiment accélérer sur toute la partie B2B, tous les lieux de vie qui veulent avoir un bon produit et qui veulent sortir d'un produit surgelé, d'un snacking pas top. Donc je pense qu'elle va vraiment rentrer là-dedans. Et puis on va aussi la voir, j'imagine bien, un peu comme les boulangeries nouvelle génération axées sur le snacking, mais sur un format italien. Il y en a pas mal à Rome, à Milan, des boulangeries où à l'intérieur, il y a des panino, il y a des focaccia, il y a plein de sujets en fait qui tournent autour de la pizza. Et je pense qu'elle va rentrer dans le snacking dans les prochaines années où on aura plein de pizzas sous différentes formes. Il n'y aura plus que la pizza ronde qu'on mangera chez soi ou au restaurant. Elle va arriver du temps de midi et dans ces offres un peu travel retail, centre co, B2B, lieu de vie. Ézéchiel? Alors, je me permets de sortir un tout petit peu du snacking, mais il y a quelque chose que moi je vois beaucoup en Italie. Et je me dis qu'on va y arriver un jour en France parce qu'on a quand même un territoire qui est assez proche structurellement et culturellement. C'est les agro-pizzerias. Si vous avez l'occasion d'acheter un guide qui s'appelle le Gambero Rosso, donc c'est le Goemio italien, ils ont un guide uniquement sur la pizza. Et ils ont des enquêteurs qui toute l'année vont à la rencontre des pizzerias et les notes. C'est assez impressionnant. Et il y a, moi, je pense qu'on va arriver en France à des pizzerias de destination, qu'on va y aller, et pas uniquement dans des villes. Je me dis, on va avoir un jour des pizzerias auberges, voilà, pour goûter des choses sur place, pourquoi pas avec des farines, des produits qui sont cultivés sur place. On a déjà des restaurants qui existent sur ce modèle-là. Donc je me dis que la pizza est tout à fait indiquée pour suivre ce chemin. Est-ce que le concept Four Pieces au Vietnam, tu l'as regardé un peu? Parce que eux, c'est un peu ça. Il me semble qu'ils font une très bonne. Enfin, il me semble, pour les avoir mangés, ils font une très bonne pizza napolitaine. Mais je crois en plus de ça qu'ils ont un modèle ultra verticalisé et qu'ils cultivent leur blé, qu'ils ont leurs vaches, qu'ils font leur lait, qu'ils font leur mozza. Et en fait, tout fait qu'il y a une expérience qui est incroyable. Ok. Franchement, pour y être allé, c'est dingue, Laurent Sani. Moi, je dis souvent que une de mes pizzas préférées, c'est je l'ai goûté à Hanoï, pardon, à Saigon au Vietnam. Donc Four Pieces, c'est des Japonais qui ont créé ça. Ils ont une trentaine de points de vente aujourd'hui. Et effectivement, ils se sont lancés dans la culture donc ils font du camembert vietnamien, qui est bon en plus. Hein. Ils font de la mozzarella, ils font pas mal de fromage. Ils fournissent aujourd'hui 300 restaurants qui ne sont pas les leurs. Ils ont des architectures qui sont absolument incroyables. Et effectivement, ils font avec le petit lait qu'ils n'utilisent pas pour la mozzarella, ils font du cidre. Enfin, c'est assez fou, effectivement. Four Pieces au Vietnam, exemple incroyable de. Ils sont vraiment allés au bout du bout du bout. Ok. C'est incroyable. Bon, il faut aller au Vietnam, mais Ouais, c'est en tout cas si vous y alliez. dans le cadre d'un Si vous y voyage, allez, ouais. ouais, c'est intéressant. Avant de vous laisser partir, je vais proposer au public présent de vous poser une ou deux questions. Est-ce que vous auriez des questions à poser soit à Florian Mercier, soit à Ézéchiel Zera? On a été si complet que ça? Enfin, je dis on, j'aime bien, je m'inclus alors que moi je n'ai fait que poser des questions. Pas de questions, vous êtes sûr? Eh ben voilà. Je le garde, je vous le tends. D'accord, pardon.
Bonjour. Une question sur le geste ou l'automatisation. Ça va être un sujet, ça, dans les années à venir, quand on parle de pizza ou pas? C'est pour toi ça. Ah, il y a- C'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'en fait maintenant l'automatisation peut faire aussi bien que le geste si on travaille là-dedans. On développe une marque qui s'appelle Square Pizza Club. C'est de la pizza al taglio. On étale toujours à la main cette pâte hydratée à 80%. Mais on est en train de regarder des outils qui font pratiquement la même chose. Et avant, j'étais un anti-four à tunnel. Pour moi, c'était vraiment la cuisson limite four à bois rotatif. Et en fait, je me rends compte que des fois, dans des fours à gaz, avec les nouvelles lames en acier, et ben, on a des cuissons en fait, qui sont juste dingues. Et si on enlève un peu la vision matérielle et qu'on regarde uniquement le produit à la fin, des fois, on peut être bluffé parce que le produit, en fait, il est tout aussi bon. Et c'est comme... on a toujours parlé de four à bois, marketingment parlant, c'est top. Ça, on a l'impression que c'est le vrai artisan. Et pour autant, quand ils font les championnats du monde, ils tournent sur four électrique. Et sur four électrique, on peut trouver des pizzas qui sont juste incroyables. Donc après, il faut avoir le bon juste milieu. Je pense qu'il ne faut pas automatiser à tout prix. Mais de plus en plus, il va y avoir des outils qui vont pouvoir faire des très bons produits. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous invite à les applaudir pour les remercier d'être venus Merci. partager leurs expertises, leurs connaissances autour de la pizza reine du snacking. Florent Mercier, directeur général de Pizza Così, et Ezequiel Zera, journaliste, fondateur du média Pomelo et auteur de ce superbe livre sur la pizza. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Si vous êtes intéressé par les boissons sans alcool, ne partez pas trop loin. Le temps d'une courte pause, nous allons l'évoquer, la tendance des sans-alcool dans le snacking. À tout de suite. À vous aussi, merci. See right now, I need you, I'll meet you somewhere now. You up now, I see you, I get you. Take care now, slow down, be cool, I miss you. Come here now, it's yours now. Keep it, I'll hold on until now. I need you right now. Once I leave you, I'm strung out. If I get you, I'm slowly breaking down. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh, no, I don't need you, but I miss you, come here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh, no, I don't need you, but I miss you, come here. He love me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He love me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel your affection. Don't loosen your grip, got a hold on me. Now forever, let's get back together. Lord, take it so far away. I pray to God we don't break. I want you to